Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous et à toutes, voici la culture tous azimuts avec Viva Culture. Vous allez retrouver vos chroniqueurs préférés et une partie de notre petite équipe qui était à Avignon, vous l'entendrez évidemment en fin d'émission. Nous allons commencer avec quelques notes de la musique de Miles Davis pour le film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud. C'est un film qui date de 1958 et qui avait pour actrice principale Jeanne Moreau, qui vient de nous quitter. Elle jouait dans ce film avec Maurice Ronet et Lino Ventura. La musique de Miles Davis est assez intéressante parce que les consignes de Louis Malle, qui avait alors 25 ans, étaient de ne pas chercher à traduire ou à refléter l'action, mais au contraire à rendre plutôt une atmosphère. Écoutons cette musique très célèbre, Ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis. Dans une France qui alors s'ennuyait, mai 68, on l'a vu, est venu raviver la fête. Thème de la causerie de ce jour, la fête, traditionnelle ou moderne, elle s'est exprimée au Havre à travers un ensemble de manifestations, de rituels, de pratiques sociales et culturelles de foule qui se déploient dans l'espace public, en quelque sorte des temps de vivre hors travail. Après la table rase de 1944, ces fêtes traditionnelles dans leur grande diversité se sont assez vite reconstituées dans la ville en reconstruction. Fête commémorative du 14 juillet 1945 aux accents de l'harmonie municipale avec ses bals, ses concerts, ses réjouissances publiques. Les défilés de chars ont animé le corso du 15 août. Les corps de métier avaient aussi leur fête, celle des pêcheurs, avec leurs traditions, leur patrimoine, leurs souvenirs des péris en mer. Les musiciens avaient la leur pour la Sainte-Cécile. Le 1er mai, la fête devenait ouvrière. À Saint-François, le pardon de la Saint-Yves et ses bagades conjuguaient religion et tradition.
La fête pouvait aussi rassembler une communauté de quartier et devenir foire-fête à but commercial. Ce sont les foires-expositions de l'après-guerre. Ces fêtes-foires perpétuaient en effet le temps long des traditions, et elles se caractérisaient par des pratiques populaires, musique d'harmonie et fanfare, multitude d'attractions, de jeux, de stands, de défilés de chars qui étaient confectionnés par des bénévoles, parfois même par des artistes. Le conservateur Saladin, le directeur de l'école des Beaux-Arts Copieux ont en 1959 constitué un char pour la venue de Vincent Auriol. Mais ces fêtes, dont le but était de rassembler autour d'une identité nationale, locale ou de quartier, avaient le plus souvent un caractère politique. Le discours du maire ouvrait en général la fête et la municipalité subventionnait les associations de quartier. Au cœur des années 60, les bouleversements économiques, les mutations sociales, les aspirations de la jeunesse, l'accroissement et la diversification de l'offre culturelle allaient modifier en profondeur les formes de l'organisation et renouveler les acteurs de la fête. C'était alors le temps de la nouvelle vague, et la télévision et le micro-sillon s'installaient dans les foyers. Après 1968, quelques fêtes perdurent mais déclinent dans les quartiers du Havre. D'autres disparaissent. Cette année-là, les industriels forains déplorent une désaffection du public. En revanche, des fêtes d'un type nouveau prennent place dans la vie de la cité. Ainsi, au cours des années 70 et 80, cette fête traditionnelle, plutôt associative, s'est métamorphosée en festival administré, dans le cadre d'une montée en régime des politiques culturelles publiques. En 1966, la Maison de la Culture a donné un temps nouveau avec plein feu. La ville prend le relais en 1967. À l'affiche des festivités du 450e anniversaire de la Fondation du Havre, on peut par exemple assister au Festival international de danse folklorique, à la Nuit de la jeunesse, place de l'Hôtel de Ville. On peut voir la fête sous chapiteau avec la Nuit des poètes. On peut assister à des représentations théâtrales au Petit Théâtre, les Nuits de la colère d'Armand Salacrou par exemple. Et dans les jardins du prieuré de Graville, le Tableau Gris, troupe de théâtre de jeunes, joue le mariage de Figaro. Au stade des Chazeaux se déroulent des spectacles sportifs, des rencontres d'escrime, de rugby, de football. Une course nocturne d'athlétisme a lieu au Havre. Et le final laisse un défilé historique dans les rues de la ville et un grand feu d'artifice sur le terre-plein du boulevard Albert Ier. La mémoire des Havrais aurait-elle conservé le souvenir du 1er juin dans la rue ? En 1974, cette année-là, l'école des Beaux-Arts accroche une rétrospective Les écoles d'architecture de 1900 à 1968. Le musée expose le peintre Ernest Pignon-Ernest. La bibliothèque présente une exposition Parc et Jardin. La Maison de la Culture consacre des soirées à la poésie et à la fête pour fêter le poète Mac Orlan. Elle accueille la jeune chanson, le théâtre engagé et l'intervention. Elle procède à un affichage sauvage de l'homme éclaté dans toutes les rues de la ville. Au théâtre de l'Hôtel de Ville, les baladins interprètent la savetière prodigieuse de Lorca. Le théâtre universitaire de Rouen se produit à la MJC. La troupe de l'Ortie-Jaune donne Adieu que la guerre est jolie à l'UCJG. Le Clec de Socance donne un concert de rock avec Little Bob. Sans cesse recommencés, ces cycles festifs ont pourtant fini par s'épuiser, même s'ils ont laissé dans le souvenir des Havrais quelques éclats nostalgiques. Je pense ici à Fugain et son chiffon rouge en 1977 dans Le Joint dans la rue. Et puis la fête s'est à nouveau renouvelée, sous la forme d'immenses péplums, d'immenses parades exotiques venues d'Afrique, de géants tombés du ciel, ceux-là même qui ont rencontré les Havrais le mois dernier. Bonjour et bienvenue dans la rubrique des spectateurs en vacances. En vacances, on se balade, on voyage, on part, très loin ou pas. Pas besoin d'aller très loin pour être dépaysé d'ailleurs, et changer d'air, et changer d'accent. J'ai découvert dans la baie de Somme le festival Picard chez Wep. Des bénévoles qui défendent bec et ongle cette langue qui résiste par tous les moyens, des livres, des cirques, des chansons, du théâtre bien sûr, du cinéma.
Pendant un mois, jusqu'au 19 août, les ch'tos, capuchon rouge par-ci, bistrot de main, coin par-là, en veux-tu, en voilà. On s'est souvent moqué de ces accents. Car l'accent, c'est l'accent de l'autre, évidemment, celui qu'on rejette. Il y a même un nom pour cette discrimination, la glottophobie, inventée par le sociolinguiste Philippe Blanchet, qui dénonce ceux qui sont persuadés de bien parler et qui rejettent ceux qui parlent mal, en faisant des fautes de construction ou en ayant un accent trop prononcé. Tout ce qu'on peut reprocher aux ch'tis, chez pour m'y manger, mes chicons, ma wassing, et au Havre, on n'est pas les derniers à être moqués. Eh bien, c'est réconfortant de savoir que les Picards résistent et sont fiers de leur culture. Il y a un artiste qui nous a récemment emballés avec son amour de la langue et la fierté de son accent, c'est Jacques Bonafé. Il était invité au festival Terre de Parole en avril dernier. Comédien, metteur en scène, c'est aussi un bretteur patoisant, un amoureux de Cafougnette, le héros du Nord, créé par Jules Mousseron, ce mineur de fond, poète aussi en langue picarde, que Bonafé a mis en scène. Mais il sait évidemment jouer aussi sans accent. On se souvient de lui dans Britannicus, créé en 1979 par Gildas Bourdet, à Tourcoing. Il débutait au théâtre de la Salamandre. Et cette année, on a adoré son personnage de Gustave Flaubert dans le génial Bovary, monté par Thiago Rodriguez. Et il a joué toujours sans accent. Alors, on s'est empressé de le retrouver au manoir des Tamars pour sa lecture du Trésor des humbles de Maurice Maeterlinck, l'écrivain belge prix Nobel de littérature en 1911. Un texte grave, presque austère, qu'il n'a pu évidemment s'empêcher de commenter à sa façon. Et il a réintroduit son accent. Il a pris le public à partie, il a conquis la salle. Cafougnette était de retour parmi nous pour notre plus grand plaisir, évidemment. Il avait mis en scène sa propre lecture. Avoir un accent, c'est parler de son pays quand on parle d'autre chose. Jacques Bonafé l'a prouvé une fois de plus. Et ils sont nombreux les artistes qui conservent leur accent comme on porte un bijou. Des chanteurs surtout, du Nord, du Grand Nord, de l'autre côté de l'Atlantique, du Sud aussi. Arnaud, qui trimballe sa Belgique natale et son accent flamand. Francis Cabrel et ses rases du Sud-Ouest. Les rappeurs, bien sûr, les parigots. Ils chantent tous qu'ils sont nés quelque part. Comme la belle chanson de Maxime Le Forestier qui a été reprise cette année par Idir, le chanteur kabyle, dans son CD « Ici et ailleurs ». Alors, bon voyage à tous et à bientôt. أمض ضيور نتكواس أمض ضيور الخلا شفانا ندر نلاشوش مالات الزين دي الغربة زرانا نداز دلان ما يلولونا كنالا يا الواندا يفرورا يا الواندا يفرورا نتروحو نتسوغال ديك يني غم يفراق في مدنه يروى يريس ويلاس أتريد يغوص أكودت بتاه واسمتني وصى في مدنه يروى يريس ويلاس أتريد يغوص أكودت بتاه فريني مولانا كذوان سيدي فروري يونوري فريني زنقان انتي زين الباري انا اليوم دكار لكن هذي بدو تخلي لولا غندا لولا
في نار يدسى الزرغي بردان متيني واسغى في مدنا يا وادي لي سويناس تريد خواسك ذات متى واسمك يلي واسغى في مدنا يا وادي لي سويناس تريد خواسك ذات متى واسمك يلي واسغى في مدنا سبلت متى واسمك يبي واسغى في مدنا يودي سوياس تريد وانا سبلت متى Bonjour Thomas. Bonjour. Bien que vous soyez connu de Westrack Radio, je vais vous demander de vous présenter et de présenter aussi votre associé, vos parcours, vos 2 parcours, et puis bien sûr le lieu où vous travaillez, que vous avez fondé. Oui. Donc moi c'est Thomas, donc je travaille au Café Décalé, donc c'est un café ludique dans lequel on peut trouver tout un tas de jeux de société, mais ça on y reviendra plus tard j'imagine. Et donc mon associé donc c'est Franck, tous les deux on vient à la base du monde associatif. On avait une association dans laquelle on pouvait venir essayer des jeux de société, voilà, donc il y avait pas mal de passionnés. Et puis il y a 2 ans, on a voulu quitter notre travail qui était de travailler dans des locaux qui sont pas très loin de Westrack d'ailleurs, l'internat d'excellence qui est juste à côté. Et puis on en avait marre, voilà, et on voulait vivre de notre passion, ce qui est pas forcément évident. Mais voilà, c'était un projet ambitieux et puis on pensait qu'il y avait la place au Havre pour faire ça. Donc voilà, donc on a quitté notre travail tous deux à l'internat. On était respectivement coordinateurs et maîtres d'internat. Et voilà, donc on a créé ce café au Havre. Vous n'avez pas que des jeux de société, vous faites aussi quelques animations. Oui. Alors en fait le jeu de société ça peut avoir un côté un peu soit enfantin soit ringard en fait, et l'idée c'est de faire venir les gens par d'autres biais, des biais qui vont peut-être plus parler au grand public, comme par exemple des quiz culture générale, un peu dans la structure de ce qu'on peut retrouver dans des jeux télé, de la même façon des blind tests, donc des jeux de culture musicale pour le coup, avec divers thèmes, voilà, divers styles, et ce qui crée justement des instants de convivialité qui nous permettent ensuite de présenter, si les gens le souhaitent, des jeux plus traditionnels, et encore, quand je dis traditionnel, voilà, il y a plein de guillemets, quoi, parce que le jeu a bien évolué depuis le Monopoly, la bonne paye, etc. Ça a vraiment évolué. Maintenant, on peut faire une partie d'un jeu qui dure 10 minutes et on s'amuse bien, et voilà, c'est plus le jeu plan-plan du dimanche avec ses grands-parents, voilà. Il y a quand même, ça a bien évolué. Quel public attirez-vous ? Alors on attire un public très très divers, autant dans les âges que dans la nature des groupes qui viennent. Alors il y a beaucoup de gens qui viennent en groupe. Ceci étant dit, on peut venir quand même seul ou en couple, mais c'est vrai que le groupe, que ce soit amis ou famille, voilà, c'est vraiment les deux cibles principales, hein. Voilà. Après, en termes de comment dirais-je,
catégories sociales, c'est pareil, il y a vraiment une diversité, il y a une mixité puisque les gens se mélangent au bout d'un moment, ça discute de table en table, alors sans que ce soit une ambiance complètement kermesse, hein, mais enfin les gens au bout d'un moment, surtout dans les animations comme les quiz où c'est des jeux en équipe, les gens discutent de table en table et puis on fait en sorte que les gens se parlent en fait, tout simplement, ce qui est pas forcément la chose la plus commune à notre époque. Ni la plus facile à faire. Oui, voilà, exactement. Est-ce que vous définiriez ce lieu comme un lieu de culture ? Oui. Déjà, en fait, c'est un lieu de culture dans la mesure où il y a un partage, il y a un échange. Certains clients viennent en connaissant déjà des jeux, donc vont transmettre leur savoir des règles de certains jeux, vont peut-être venir avec leur propre jeu. Donc il y a vraiment quelque chose, une dimension encore une fois de partage, de transmission, ce qui fait l'objet culturel aussi. Et par ailleurs, le jeu est un formidable portail vers d'autres médias que sont la littérature. Pour certains jeux, il y a des thèmes littéraires tels que Shakespeare, Sherlock Holmes, voilà, donc des jeux, parfois des jeux d'enquête. Mais on a aussi des jeux qui vont traiter plus du cinéma, de la culture générale. Je pense que certains de vos auditeurs doivent connaître le Time's Up, qui est un jeu dans lequel on doit faire deviner tout un tas de personnages ou de fictifs ou réels. Et ça demande d'avoir un petit prérequis culturel. Donc oui, ça s'inscrit totalement dans la culture et voilà. Et de la même façon, qui dit culture dit aussi des gens qui créent la culture, donc des auteurs. L'auteur de jeux de société est un métier qui commence à être reconnu, pas vraiment tout à fait par l'État, mais enfin c'est quand même reconnu par le public et voilà, donc c'est vraiment il y a une création, il y a un acte créatif derrière le jeu. Moi-même, quand je crée les animations qui sont très diverses, j'ai cité le quiz, mais il y a des soirées enquête, il y a des soirées autour de certaines thématiques bien précises. Voilà, c'est quelque chose qui demande un effort intellectuel et qui demande de créer quelque chose pour les gens et voilà. Eh bien, je trouve que nous avons fait le tour de la question. Je vous remercie. Eh bien, merci à vous. À bientôt. Chronique. Ce jour-là, beaucoup d'Américains étaient en mer. Ils voyageaient sur le France. C'est entre Le Havre et Southampton qu'ils ont appris la nouvelle. Stupéfaits, anéantis, ils se sont rassemblés, se rapprochant les uns des autres comme pour se protéger. 5 jours, la durée de la traversée. C'était ce temps qu'ils auraient à rester ensemble, à vivre l'inouï du message qu'on venait de leur transmettre. 5 jours avant d'arriver à New York, quand tout, à terre, serait fini, consommé, les cérémonies, Arlington. Et l'immense paquebot dans leur esprit prenait les dimensions d'un canot. C'était le 22 novembre 1963. John Fitzgerald Kennedy venait d'être abattu. Les paquebots n'ont pas été seulement des moyens de se déplacer luxueusement d'un continent à l'autre. Ils étaient des lieux où le monde parvenait comme à travers un filtre, et où l'existence, comme suspendue, devenait plus intense, plus brillante ou plus déchirante.
Écoutons un extrait de Novecento pianiste d'Alessandro Baricco. Une ambiance très particulière d'une traversée, puisqu'une tempête a commencé et que le pianiste dans la salle de bal continue de jouer. À présent, personne n'est obligé de le croire, et pour être exact, je n'y croirais pas moi-même si on me le racontait. Mais la vérité vraie, c'est que ce piano commença à glisser sur le parquet de la salle de bal, et nous derrière lui, avec Novecento, qui jouait, sans détacher son regard des touches. Il avait l'air ailleurs, et le piano suivait les vagues. Il s'en allait d'un côté, revenait de l'autre, puis tournait sur lui-même et filait droit sur les baies vitrées, puis, à un cheveu de la vitre, il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement dans l'autre sens. Je veux dire, c'était comme si l'océan le berçait, et nous avec. Moi, j'y comprenais rien, et Novecento, lui, il jouait, il continuait à jouer, et c'était clair que ce piano, il se contentait pas de jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez ? Avec les touches, avec les notes, je sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il voulait, ce piano. C'était absurde, mais n'empêche. Et pendant qu'on voltigeait entre les tables en frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan. Nous et lui, des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit. Depuis, les paquebots ont disparu, mais la mer n'est pas seule à s'en souvenir. Pour les 500 ans du Havre, l'exposition Ville flottante au grenier des docks Vauban ranime la mémoire des Havrais, la mémoire de ceux qui ont vécu l'époque de la French Line, dont les enfants et sans doute petits-enfants ont tellement entendu parler. Dans cette époque des années 50 et 60, il y avait ceux qui montaient à bord pour voyager, mais aussi ceux qu'on appelait les navigateurs. Les Havrais faisaient plutôt partie de la catégorie des navigateurs, et il n'existait pas une famille havraise qui ne comptait parmi ses amis, ses proches, ses voisins, quelqu'un qui travaillait sur un paquebot. Chacun irremplaçable pour qu'une traversée soit menée parfaitement à bien. Et beaucoup d'autres, parmi ceux qui restaient à terre, y contribuaient, sur le port, dans les bureaux, sur les quais et en ville. Comment le Havre aurait pu ne pas se sentir attaché, pour des générations, à ces immenses bâtiments que les enfants, en été, guettaient sur la plage, pour profiter de l'immense vague qui se formait au passage du France. La sirène qui, d'une voix grave et profonde, les saluait. Aurélien Bory a organisé l'exposition Ville flottante en 2 parties. L'une théâtrale dans son organisation scénographique, l'autre documentaire. Mais bien sûr, il y a plus que cela. Pour commencer, le visiteur pénètre dans un lieu où, dans la semi-obscurité, il distingue mal les limites de l'espace dans lequel il s'avance. Puis, petit à petit, apparaissent à des échelles différentes les paquebots. Le sol du grenier des docks devient un espace maritime, où très lentement se déplacent des maquettes, magnifiques objets, préfigurations des grands bâtiments qui ont traversé l'océan. Maquettes qui avaient été destinées aux armateurs et à la publicité des agences maritimes. Ici, elles ont une autre mission, celle de la mémoire. Et pour ajouter à cette impression d'entrer dans une dimension à la fois perdue, mais encore vive, un grondement sourd nous accompagne comme si la salle des machines était sous nos pieds. Dans la seconde partie de l'exposition, des photographies de l'intérieur des navires sont disposées en cercle. Cabines, coursives, salles à manger, théâtre, salles de jeu. Des lieux inventés et construits pour le confort et le plaisir du voyage. Dans ces clichés, qui ont été eux aussi destinés à des catalogues publicitaires, on ne perçoit aucune présence humaine. Ce que nous voyons, nous, visiteurs, ce sont des lieux désertés. C'est ainsi qu'Aurélien Bory suggère un monde fini. En la rattachant à son propre imaginaire, dans son évocation de l'histoire du transport maritime, il apporte une vision poétique et personnelle. On pourrait dire que cette exposition est double, où s'associe l'univers de son auteur
et celui du rêve à vrai, de ce rêve évanoui, de ces souvenirs si présents encore, où s'insinue pour beaucoup quelque chose de tellement intime. Parfois seulement le désir d'évasion de ceux qui n'ont jamais dépassé l'horizon, debout sur la plage, où la mer ouvrait une voie vers les lumières de New York. Grimper jusqu'au grenier des Dogues Vauban, pour l'émotion, pour le plaisir et la beauté de ces maquettes, merveille de précision. Vous retrouverez 10 minutes chroniques sur le site de la MCH, à la rubrique des spectateurs, avec les liens qui se rapportent au sujet d'aujourd'hui. À bientôt. Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel. Bonjour Isabelle, aujourd'hui je vais vous parler d'Aimé Césaire. Né en 1913 à la Martinique, il a été un écrivain et un homme politique, à la fois poète, dramaturge, essayiste et biographe. Son œuvre, construite contre le projet colonial français, se veut humaniste et concrète. Il déclare « Je suis de la race de ceux qu'on opprime ». La préservation et le développement de la culture martiniquaise ont été tout au long de sa vie ses priorités. Marqué par sa rencontre avec André Breton, il rallie en 1944 le mouvement des surréalistes. Et dès lors, toute son œuvre, poésie, pièces de théâtre, essais, sera marquée au coin du surréalisme. Je vais vous lire 2 courts poèmes extraits d'un recueil intitulé « Les armes miraculeuses » qu'il a écrit en 1946 et préfacé à l'époque par André Breton. N'ayez point pitié. Fumée marée. Les images rupestres de l'inconnu vers moi détournent le silencieux crépuscule de leur rire. Fumée, ô marée, cœur d'oursin, les étoiles mortes apaisées par des mains merveilleuses jaillissent de la pulpe de mes yeux. Fumée, fumée, l'obscurité fragile de ma voix craque de cité flamboyante et la pureté irrésistible de ma main appelle de loin, de très loin, du patrimoine héréditaire, le zèle victorieux de l'acide dans la chair de la vie. Marée, telle une vipère née de la force blonde de l'éblouissement. Tam Tam 1. À même le fleuve de sang de terre, à même le sang de soleil brisé, à même le sang d'un sang de clous de soleil, à même le sang du suicide des bêtes à feu, à même le sang de cendre, le sang de sel, le sang des sangs d'amour, à même le sang incendié d'oiseaux feux, hérons et faucons montés et brûlés. Je viens de voir une pièce de Lars Norén qui s'intitule Froid, une pièce coup de poing
Et j'interviewe à la sortie une spectatrice qui, je pense, a été bouleversée comme moi, qui s'appelle France, qui vient de Bourg-la-Reine et qui veut bien nous donner ses impressions après cette pièce. Il faut dire que la pièce met en scène 3 jeunes nationalistes suédois qui, après un échange plutôt musclé, tuent un camarade d'origine coréenne adopté par un couple de Suédois. Donc le sujet est grave et très dur. Donc France, qu'avez-vous pensé ou ressenti Effectivement, la pièce est très dure, mais cela étant, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que l'histoire qui est rapportée dans la pièce, en fait, peut être transposée, disons, à d'autres pays. Dans la mesure où en France, par exemple, on a eu plusieurs anecdotes, disons, de racisme comme ça, qui sont soldés par des tueries, et je me suis dit que c'était vraiment très dangereux. Cela étant, ça m'a fondamentalement attristé, dans la mesure où je pensais que ce genre de choses n'existait plus. Parce que je suis un peu naïve, et je suis un peu vieille, mais c'est tout. Mais la pièce était remarquable, les acteurs étaient fort bons, et d'autre part, ça fait notablement réfléchir. Sur les conditions pour lesquelles ces jeunes gens on arrive à des statuts pareils, une violence pareille et une absence d'humanité. Et c'est tout. En particulier pour le petit adopté, le petit coréen qui est adopté, qui expliquait que lui était adopté à 2 ans, cela étant qu'il avait été élevé disons à la suédoise, etc. Et d'autre part, il était complètement inclus dans la civilisation suédoise, alors que ses interlocuteurs lui disaient écoute, de toute façon, t'es pas suédois, tes parents auraient dû adopter un petit suédois et pas un métèque. Je simplifie. Hein. Voilà. Oui, et c'est vrai, ce qui est effrayant, c'est que ces jeunes font allusion à Hitler, oui, c'est ça. Avec un mépris universel pour tout ce qui n'est pas la pureté, soi-disant, entre guillemets, suédoise. Totalement, les étrangers dehors. Les étrangers dehors. Et donc ça fait également allusion, pour les histoires du moment, disons, aux réfugiés qui quelque part doivent entre guillemets réactiver cet état d'esprit, on va dire. Là, mais ça fait froid dans le dos. Oui, complètement. J'ai eu l'impression aussi qu'il y avait un aspect social ou sociologique, parce que ces 3 jeunes, manifestement, ne viennent pas d'un milieu social, je ne veux pas dire favorisé, mais enfin, ni normal, entre guillemets. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas beaucoup d'atouts dans leur manche. Leur vie familiale a l'air un peu chaotique, alors que le jeune coréen a été adopté par un couple qui l'a entouré d'affection, d'un certain confort matériel peut-être. Enfin bref, il fait des études, il s'intéresse. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs qu'il n'ait pas, au début, pas peur du tout de ces jeunes et qu'il discute avec eux. Totalement, je veux dire qu'il était convaincu d'être entre guillemets un bon Suédois, et d'autre part d'être complètement intégré à la Suède. Et cela étant, il se posait des questions de savoir pourquoi on lui reprochait d'être Suédois adopté. Oui. En gros, c'est ça. Oui. Mais pour ce qui concerne l'origine sociale des 3 énergumènes, cela étant, je suis moyennement d'accord, parce qu'il y avait un jeune d'origine maghrébine, qui lui naturellement était dans une famille un peu disons compliquée, puisqu'il y avait des problèmes de tôle, c'est ça. Je sais plus trop quoi encore. Oui. Mais disons celui qui était le plus culturé des 3 de toute manière. On ne peut pas vraiment dire qu'il était d'un drôle de milieu. Oui, il était seul, probablement quelqu'un qui était en opposition avec sa famille, parce qu'en fait il mentionnait à la fin de la pièce qu'il allait aller, je ne sais trop dans quel patelin de Suède, récupérer des sous pour s'acheter une voiture. Oui. Mais acheter une voiture, de toute manière, c'est pas une fin en soi. Oui, c'est vrai. Et donc il disait qu'il avait des sous. Donc de ça, je peux pas. Donc je pense pas que le milieu social explique totalement tout. Oui. Alors moi j'ai trouvé que les 3-4 acteurs étaient géniaux. Ah oui, ils sont dans une énergie, dans une quelque chose de fort. C'était totalement crédible. C'est ça, complètement. Oui. D'ailleurs, ils avaient l'air épuisés à la fin. Il y en a un qui est au bord des larmes, tellement ça avait été dur. Tout à fait. C'est pour ça que les spectateurs en sortent un peu tremblotants, un peu mal dans leur peau. C'est ça.
c'est ça, oui. Alors que le décor, effectivement, ces 6 arbres éthiques, là, pour symboliser la forêt, je me suis dit, oh là là, ça c'est pas formidable, mais... Non, mais les comédiens... À mon avis, ça n'avait pas grand... Le décor n'avait pas grand intérêt. Voilà, c'est ça. Oui, ni beaucoup d'importance. Non, voilà. C'était ce que les gens rapportaient. Mais c'était une claque, hein. C'était une claque, et surtout ce qui est surprenant, il y a quelques échos journalistiques qui avaient un peu décrié la pièce. C'est ça. Mais le sujet est tellement dur. Dur, mais décrier, ça me semble compliqué. C'est ça. Eh bien écoutez, merci beaucoup France, et puis bon festival. Merci bien. Je m'appelle Isabelle. Enchanté Isabelle. Bonjour. Oui, effectivement, on a été bouleversé par votre... je crois que c'est par votre jeu, par votre énergie, en fait. Parce que le sujet, moi j'appréhendais un peu de Lars Noren. Je savais que le sujet était grave, était dur. Mais je vous avoue que vous m'avez fait complètement rentrer là-dedans. Alors vous m'avez fait une peur du diable. Et j'ai trouvé ça épouvantable. Mais alors, ce que vous êtes bien, ce que vous êtes énergie, pourquoi d'abord vous avez choisi ça? Et comment vous êtes rentré là-dedans? Oui, même pour se mettre à l'ombre. Oui, si vous voulez. Volontiers. Vous avez traité, Donc nous allons à l'ombre. Voilà. Arthur! Et vous êtes très crédibles, tous, tant que vous êtes. Les 4. Voilà. Ah oui, très très bien. Alors pourquoi avez-vous choisi ce texte? Alors bon, moi je suis comédien, du coup j'ai été choisi dans cette pièce. D'accord. Mais je peux quand même expliquer pourquoi. Bon. Mais je peux expliquer pourquoi j'ai accepté ça. C'est simple, c'est tellement d'actualité en fait. C'est d'actualité, c'est ce qui se passe maintenant. Ce qui m'a plu vraiment dans ce texte, c'est à la première lecture, on dit vraiment c'est dégueulasse, comment on va pouvoir mettre ça sur scène en fait. C'est ça. Et à la fin, je vois la fin, donc c'est Ismaël qui tue, d'accord, je me dis, alors c'est la mise en lumière pure de tout ce qui se passe maintenant, des fondamentalistes, des conséquences de la radicalisation, qu'ils soient islamistes, nationalistes, c'est des fondamentalistes. C'est la mise en lumière, du coup, la conséquence, c'est le meurtre. Et on ne peut plus rigoler avec ça, et que la jeunesse, du coup, donc on est jeunes, que la jeunesse appelle la jeunesse, les jeunes qui viennent nous voir, de ce qui se passe autour de nous, parce que il y a des mouvances, il y a des courants de pensée qui arrivent dans les cités.
ça fait peur et on peut plus rigoler avec ça, quoi. On doit voir ce spectacle et se dire non, la conséquence c'est le meurtre. Du coup à ce moment-là on peut plus se familiariser avec ces idées-là et on est obligé de dire que voilà c'est une fatalité, quoi. Mais vous avez dû vous mettre dans la peau de ces jeunes, dans leur tête. Alors nous, j'ai eu l'impression que c'était très difficile, non ? Notre formation théâtrale n'a rien à voir avec l'intériorité et Stanislavski et tout ça. D'accord. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de tomber sur un professeur en 3e année du cours Florent qui s'appelle Félicien Jutner, qui ancien ex-pensionnaire de la Comédie Française, qui nous a appris à apprendre le texte et le dire sur le plateau. Donc on se défait de toutes ces mystifications qui peuvent être très dangereuses pour les comédiens comme pour le public, parce qu'on a le sentiment qu'on appartient à quelqu'un d'autre. La personne que vous avez vue sur scène, c'était moi et ce sera toujours moi. Simplement, c'est moi qui dis un texte écrit par un auteur, et le pourquoi est-ce qu'on l'a pris tout droit, c'est-à-dire sans arriver et dire nous sommes néo-nazis, on va manger des enfants et tout ça, c'est parce qu'on pense que la meilleure manière de combattre ces gens et ces idées avant tout, puisqu'avant d'être des gens nationalistes, ce sont des idées nationalistes et c'est elles qui rongent notre société. La meilleure façon de les combattre, c'est justement de ne pas les caricaturer. Parce que nous, on se dit souvent, quand j'en parle avec mes amis et tout ça, du néonazisme, du racisme, de l'exclusion, que ce soit des gens musulmans, juifs, athées et tout ça, on se dit ça finit toujours sur une blague. Ça finit toujours sur allez, une petite bascule et puis au final on va boire un café. Et en fait nous on s'est dit avec Lars Noren, on va simplement leur donner la parole et voir ce que ça suscite chez les gens. Parce que c'est peut-être ça le plus dangereux, c'est que ces mecs ne sont pas seulement tarés, ils ont aussi des arguments qu'ils croient justes. C'est vrai. Et c'est ça qu'il faut combattre. Oui. C'est pas les mecs qu'il faut combattre, c'est la graine qu'on leur a mis dans la tête. Oui. Elle trouve un terreau quand même. Hein, exact, bien sûr, mais... Ouais. Et même de comprendre comment ces mecs-là sont séduisants et comment ils arrivent à emporter des foules entières avec eux. C'est parce qu'ils parlent quand même de liberté, de justice, et tout c'est quand même une manipulation des... ce qui marche et derrière ils mettent leur main. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage du Coréen parce qu'effectivement il répond, il discute, il argumente aussi. Dans un premier temps il n'a pas peur. C'est une dimension assez christique quand même. Surtout à la fin, oui, dans la deuxième partie. C'est-à-dire que c'est vrai. Il pourrait très bien partir. Moi j'ai le sentiment, même à la lecture de la pièce, ce gars-là pourrait très bien partir et tracer son chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même le seul qui leur tend la main à ces mecs-là. D'habitude, il n'y a personne qui s'arrête. Et lui, il s'est arrêté pour discuter avec nous. Et peut-être, évidemment, qu'il n'aurait pas dû, mais il leur témoigne de l'amour. Il leur dit, tu es quelqu'un d'intelligent, je ne te juge pas, etc. Et au final... Ça résonne quand même dans la tête de ces personnages nationalistes. Ils se disent mais c'est probablement une des premières fois qu'ils entendent ça. C'est probablement une des premières fois que quelqu'un leur témoigne du respect et les écoute, même quand ils exposent leurs arguments débiles. Eux ils ont l'habitude de faire face à des gens qui non jamais et tout ça. Et il ose leur dire non, et lui, tu il as ose tort. leur dire tu as tort. Voilà. C'est le mot de la pièce. C'est ça. Tu as tort et après voilà. Je vous avoue que j'ai bien aimé la mise en scène moi aussi. Comment vous êtes dans l'espace, comment et jouer le dernier passage, le dernier morceau, le meurtre là, j'avais peur de ça moi. J'avais peur que ce soit littéral, alors pas du tout. Vous avez trouvé une expression métaphorique, on va dire, avec la musique, avec vous terrible, avec les points. Mais ça c'était bien aussi. Hein. Vous avez. Mais alors, je vais quand même poser la question parce que là vous êtes devant des salles conquises. Les gens qui sont en face de vous, ils sont pas racistes. Enfin, ils se disent pas racistes. Oui. On a des copains de toutes. Enfin moi, en tout cas. On se dit tous pas racistes à la base. Oui, mais ça dépend comment on vit aussi, hein, d'accord. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous l'avez joué aussi, comme vous dites, dans des banlieues, auprès de... Voilà. Alors, on a joué... En fait, la pièce, on l'a travaillé... Excuse-moi, peut-être que... Bah, en fait, vas-y. On a commencé le travail en décembre de cette pièce, justement, quand ça parlait des élections et de tout ça, et de Le Pen, et de Trump, etc. Ah, voilà. Donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose avec nos moyens et nos outils. Nos outils, c'est-à-dire qu'on n'en avait pas. On a demandé à deux mecs qu'on connaissait, qui sont Romain et Manu, vous pourrez leur poser plein de questions parce qu'ils ont une autre perception du truc que nous, qui ont accepté de nous mettre en scène. Et quand on a commencé le travail, la première fois qu'on a donné une représentation, c'était à Aubervilliers. Aubervilliers qui est, je le rappelle, la deuxième ville la plus pauvre de France. Et voilà. Donc on allait en fait au centre, au cœur même de Aubervilliers, du quartier. Et il y avait en fait des ribambelles de jeunes devant. Et si nous on y allait dans la mauvaise optique,
ils nous auraient stoppé direct, quoi. Il y avait des enfants du quartier qui venaient avec nous et on parlait du texte avec eux et on échangeait autour de ça. Et ça a été pas mal reçu ni bien reçu, ça a été reçu parce qu'au final ce texte on peut pas le recevoir bien ou mal, c'est juste est-ce que on s'en pose des questions après ou pas, quoi. Et on a eu la chance de jouer 2 fois et ça s'est relativement bien passé. Oui. La création s'est faite comme ça, c'est un lieu, un espace culturel, quoi. Une semaine, la Brèche d'Aubervilliers. D'accord. Et c'est une semaine où ils nous laissent les lieux et on joue 2 dates à la fin. Et donc voilà, donc notre but, on vient jouer ici, mais le but c'est de partir en France. Et, oui, voilà. Bien évidemment. C'est ça se comprend. Oui. Dites merci beaucoup. Je peux vous poser une question indiscrète, vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Waouh, 23 ans. Ah, c'est génial, c'est bien, merci à vous. Merci à vous. Merci pour le beau travail, la belle énergie et évidemment nous mettre en face de tout ça qui est terrible. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. Merci. Nous étions avec Édouard Eftimakis, Arthur Gomez, Alexandre Gonin, Axel Giudicelli. La mise en scène était de Romain Bouillaguet et d'Emmanuel Pic. D'écouter une musique qu'Ennio Morricone a composée pour le film de Samuel Fuller qui s'intitule White Dog ou Dressé pour tuer en 1982. C'était Viva Culture. Je vous donne rendez-vous le 20 août
pour une autre émission. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à fréquenter les expositions, les théâtres, les cinémas et peut-être aussi, bien sûr, les livres, les magazines d'histoire, la radio, la télévision. À bientôt. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.